Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Dernier débrief de la semaine, long débrief, pas débrief express, même si je le rappelle, on va faire un débrief quotidien tous les jours jusqu'au deuxième tour des élections législatives et même peut-être après, je ne sais rien, si jamais ça part en cacahuète totale. Et si jamais c'est une bonne surprise aussi, on serait content de le commenter. Et puis sinon on partira en vacances. Le débrief du jour, je voulais commencer par parler de ce qu'avait dit l'historien Patrick Boucheron, qui était invité vendredi matin de France Inter. Et, qui a fait une tribune dans Libération. Et qui a fait aussi une tribune dans Libération. Vendredi. Vendredi aussi. Et en gros, sur France Inter, il disait, vous voyez, le jour de la dissolution, bon, ça m'a coup sur la tête. Et puis, dans les jours qui ont suivi, j'y ai cru. C'est-à-dire, j'ai vu quelque chose qui se passait, j'ai vu une mobilisation, j'ai vu une dynamique se construire à l'œuvre, notamment du côté de la gauche et du Front populaire. Et là, on est plus de maintenant 10 jours après cette dissolution, et il dit, et alors là j'ai l'impression que le bateau prend l'eau par tous les trous, quoi, que cette dynamique n'existe plus, premièrement. Deuxièmement, que les digues vis-à-vis du Rassemblement national et de l'extrême droite plus globalement sont en train de complètement lâcher. Alors, c'est pas comme si auparavant elles étaient très solides, hein, mais alors là, renvoyer... Alors je vais un peu plus loin que ce que raconte Patrick Boucheron, il s'est arrêté là, lui. Mais c'est vrai que quand on voit ce qui se passe, le jeu qui est fait, le feu qui est entretenu notamment par le parti présidentiel qui renvoie dos à dos les extrêmes, voire qui attaque plus le Front populaire que le Rassemblement national, est particulièrement dangereux. La façon dont s'organise le débat public, alors même que genre le péril brun, le risque fasciste, la possibilité que l'extrême droite prenne le pouvoir le 7 juillet prochain est plus que réel, il est tangible, genre comme disent beaucoup de gens, il est midi moins le quart. On passe son temps à essayer de trouver des petites merdes dans les rapports du Front populaire. On monte en épingle des sujets, mais quand je dis on, c'est à la fois les médias, à la fois les réseaux sociaux qui amplifient souvent ces problèmes. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé par exemple autour de Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud, c'est un candidat dans le Vaucluse du Front populaire, investi par la France Insoumise, qui était que Europe 1 a dit il est fiché S. Alors immédiatement, ça fait les gros titres, c'est partout, etc. machin. Tout le monde en parle en disant est-ce que c'est bien fiché S, machin. Tous les classiques du parti du Front populaire sont interrogés sur la question. Certains sont un peu gênés, d'autres rappellent que être fiché S, c'est une procédure administrative, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pour combien de temps, on ne sait même pas qui l'a fait, on ne sait même pas qui l'est, qui ne l'est pas. Donc voilà, en plus c'est Europe 1 qui balance l'info, donc oui, peut-être que je suis fiché S, peut-être que d'autres députés sont fichés S, et d'ailleurs, et c'est ça qui est intéressant, par exemple hier, j'ai appris, c'était sur je sais pas comment on dit, l'application TF1, enfin c'est une information de TF1, peut-être qu'ils la reprennent d'un autre journal, qu'un type qui s'appelle Patrick Henry, qui est candidat Reconquête, lui aussi il s'appelait Patrick Henry. Oui, Patrick Henry. C'est pas de bol. Et je suis pas certain du prénom et du nom. C'est qui Patrick Henry? C'est un criminel, pédocriminel, alors c'est machin. Pas Patrick Henry. Qui a eu la tête coupée. Bon, j'en sais rien. Bon, peu importe. Un candidat Reconquête, en tout cas, est fiché S aussi. Et alors là, par contre, personne n'en fait grand cas. C'est-à-dire que quand c'est la... En plus, alors lui, les caractérisations de son fichage S, c'est pas parce qu'il est antifasciste et qu'il a collé des affiches contre le Rassemblement national comme Raphaël Arnaud, mais c'est parce que, parce qu'il est fasciste. Ce qui était raconté sur le site de TF1 était vraiment, mais de façon éloquente, hyper problématique. Mais là,
personne n'en parle, genre ça fait pas les gros titres, on n'interroge pas Marine Le Pen, etc. sur bah voilà, regardez votre extrême droite, elle pue du cul, etc. Donc il y a quand même un espèce de délire autour du Front populaire. De la même manière, lorsqu'ils font leurs propositions économiques, les gens deviennent dingues, genre ils commencent à dire non mais c'est n'importe quoi, c'est le retour du soviétisme, de l'économie administrée, on va perdre toutes nos libertés, tout le monde va partir, etc. Enfin, ça pour le coup, ce sont des rengaines habituelles lorsque la gauche fait des propositions ou expose son projet en matière économique. Mais enfin, là en face, je suis désolé, mais il y a quand même encore une fois le risque brun. Et tout le monde sur les plateaux prend je sais pas si c'est un plaisir ou si c'est pour essayer de ressembler à la population ou je ne sais quoi, mais je trouve prend le problème avec énormément de légèreté. Ce n'est pas le moment d'être léger, c'est le moment d'être grave, de considérer la situation. Il y a des propositions qui sont faites dans le champ politique qui ne sont pas des propositions fascistes. C'est celle-là qu'il faut mettre en avant, il faut dire qu'il faut qu'elle soit structurante dans le paysage politique et dégager genre l'extrême droite, la vouer aux gémonies, la rejeter dans les cordes et essayer de la démonter. C'est à ça que tous et toutes on devrait travailler, mais force est de constater que ce n'est pas le cas. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a quand même, il y a certainement un effet de loupe, c'est-à-dire que en l'occurrence il va y avoir 577 élections. Et que tout le monde est un peu parti dans sa circonscription, et d'autant que, tout le monde, tous les plus engagés, les plus militants, et évidemment a fortiori les candidats, sont sur le terrain dans leur circonscription, vu qu'il y a très très peu de temps. En fait, en gros, ils ont déposé dimanche et ils ont 15 jours pour faire le maximum de voix, et même pas 15 jours, hein, puisque à partir de vendredi de la semaine prochaine, ça sera terminé. Donc voilà, il faut... Et toutes les demi-heures sont précieuses. Donc, du coup, on a tout le monde sur son terrain. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Est-ce qu'il y a des confrontations? Est-ce qu'il y a une mobilisation locale? On a du mal à s'en rendre compte. Mais c'est vrai que le débat national, il n'est pas structuré du tout. Et alors, il n'est pas structuré, d'abord... ce que je pense, c'est qu'il y a trop peu de temps pour structurer un débat. C'est-à-dire que le Front populaire a rendu son programme là, le parti du président, je ne sais même pas si c'est fait. Ils ont annoncé ils ont fait une conférence de presse, mais il n'y a pas de... Voilà, je veux dire, et puis le RN aussi, c'est-à-dire que tout ça est très évanescent. Ce n'est pas... Évidemment que personne n'a eu le temps de faire des propositions pour une mandature, puisque c'est des élections législatives, donc normalement tu dois dire ce que tu vas faire pour les 5 prochaines années. Le président a pris tout le monde de court, personne n'était véritablement prêt, et donc tu n'as pas des programmes bien calés. Il y a eu l'histoire du chiffrage du programme du Front populaire, on ne sait pas encore, on va avoir très prochainement le chiffrage fait par les économistes qui travaillent avec les forces de gauche, mais on n'arrive pas à structurer un débat parce que c'est une des raisons qui font que cette décision est absolument catastrophique. Juste toute petite parenthèse, parce que genre là on est vendredi en début d'après-midi, et il y a eu une conférence de presse ce midi, et je l'indique parce que j'ai regardé le compte-rendu, voilà. C'est pour ça que j'ajoute, ils ont fait une proposition de chiffrage, le Front populaire. Le Front populaire, qui est la suivante, c'est la première année, 25 milliards de dépenses, 20 milliards de rentrées supplémentaires dans les caisses. Voilà, c'est leur proposition pour l'instant. Ils ont dit on a travaillé sur la première année, voici ce qu'on vous propose. Voilà, c'est pour te dire que genre ça a un peu avancé par rapport à ce que tu disais. Oui, voilà. Mais ça permettra pas, enfin je veux dire, on est vendredi, la semaine prochaine, en une semaine, c'est terminé. Qui a le temps d'en prendre connaissance, qui a le temps d'y réfléchir et d'organiser des confrontations et des débats politiques sérieux. Donc, du coup, il y a une espèce de truc qui est... comme tu dis, on attrape n'importe quoi, on fait des scandales de tout, on amuse la galerie, parce qu'il faut bien, d'une certaine manière, du point de vue des grands médias, il y a un événement majeur, considérable, qui arrive, et puis il n'y a pas le temps
véritablement ni pour les médias, ni pour les partis, ni pour les candidats, de faire une proposition solide. Donc je pense que ça fait partie de ce qu'on appelle se fiche du monde et en avoir rien à faire de la démocratie. Ce que Macron avait déjà montré lors de la présidentielle, mais alors là on passe un cap, quoi. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, quand même, on avait envie ce matin quand on a écouté tous les deux Boucheron sur France Inter, il a dit quelque chose qu'on ressent. C'est-à-dire, il a dit qu'il y a justement, certes, ce côté, ça a du mal à enclencher, parce que tout le monde est éparpillé, parce qu'il faut que le temps que les choses se mettent en route. Je veux dire, là, nous, on a participé à cet appel des médias libres. Le 26, il y aura une initiative des médias libres, c'est-à-dire, en fait, 3 jours avant la fin. Et pourtant, ça s'est enclenché tout de suite. Mais le temps que les gens se mettent en place, qu'ils écrivent un texte, qu'ils rameutent les copains, qu'on trouve la place de la République, qu'on décide qu'est-ce qu'on va faire tous ensemble, il faut du temps. Et donc là, voilà, on a ce problème véritablement de temps. Mais la deuxième chose qui me semble vraiment problématique, c'est que dans ce temps accéléré, il y a eu la révélation, en tout cas moi je le dis comme ça, comme je le ressens, des vannes qui sont lâchées, quoi, des digues qui tiennent plus. Comme tu l'as rappelé, la Macronie, c'est sur le ni-ni, mais surtout ni à gauche, puisque le programme du Front populaire est 4 fois plus dangereux, selon Emmanuel Macron, que le programme du Rassemblement national, que nous sommes des immigrationnistes, reprenant un vocabulaire de l'extrême droite. De Jean-Marie Le Pen. Donc c'est... et moi, ce que je vois, ce qui me sidère, c'est qu'en fait, je m'attendais à ce qu'il y ait davantage de résistance, de retenue, de gens qui montent au front comme l'a fait Patrick Boucheron ce matin sur France Inter. C'est-à-dire des intellectuels, des journalistes qui se disent notre responsabilité, c'est de contribuer à ce que la gravité du moment soit appréhendée. C'est pas du tout des élections comme les autres. L'extrême droite, c'est pas un parti comme un autre. On est en train d'abîmer très profondément la France. Patrick Boucheron dit l'espace public, en fait, c'est-à-dire la qualité du débat, la possibilité même du débat démocratique, et que c'est de ça dont il est question. Je suis stupéfaite de constater que ce n'est pas le cas des émissions que j'écoute, ou parfois à laquelle je participe, ni de la part des journalistes, ni de la part des intellectuels que j'entends. Enfin, je veux dire, c'est catastrophique. Franchement, ça laisse aller. Et bon, c'est clair qu'il y a cette histoire, mais je te laisse parler avant que je redéveloppe la deuxième idée, qui a eu il faut essayer de comprendre, on commence à entrevoir pourquoi les catégories populaires ont voté Front National. Par contre, il faut comprendre pourquoi les classes moyennes supérieures, les intellos, les journalistes, tout ce monde qui organise quand même le débat politique, pourquoi ils ont lâché ? D'autant que les exemples commencent à être nombreux, à la fois de gens, je pense à la famille Klarsfeld. C'est affreux. C'est abominable en fait ce qu'ils racontent, mais ils sont loin d'être les seuls en fait, ou Finkielkraut, tu vois, genre ok, on va nous dire de toute façon Finkielkraut il a toujours été un facho, ok, si vous voulez, mais là n'est pas le sujet. Enfin, je veux dire, Finkielkraut a toujours eu, s'est toujours opposé en fait à l'extrême droite, et tout d'un coup l'extrême droite arrive à créer chez lui une sorte de refuge par rapport notamment à la gauche. Et ça... C'est dingue. Hein. Voilà. Et ça, je pense que... En fait, il y a deux choix. Lorsqu'on voit... Si on prend Finkielkraut, dont à mon avis, les gens qui regardent cette vidéo vont nous dire « Ah, Finkielkraut horrible, de toute façon on n'en avait jamais rien eu à foutre, etc. » Mais bon, peu importe. Moi je suis une auditrice de Finkielkraut le samedi matin. Le samedi matin. Voilà. Mais elle n'en pense pas moins, une auditrice critique. Mais non, je veux dire, Finkielkraut, je ne suis pas d'accord avec lui, mais son émission, elle est souvent avec des gens intéressants et il conduit en homme de droite, mais il fait une émission, je regrette, mais une émission qui a de l'intérêt. En gros, il y a quand on voit qu'aujourd'hui, par exemple, Finkielkraut dit qu'il pourrait voter Rassemblement National à l'extrême droite,
il y a deux explications qui, à mon avis, sont corrélées. Soit on considère que il a lentement glissé, c'est la théorie du rhinocéros, c'est-à-dire en gros les gens se transforment en Asie, etc. Il s'est fascisé finalement comme l'ensemble de la société. Il a glissé. Ok, ça c'est la première théorie. Qui est, à mon avis, pas complètement fausse. La deuxième théorie, c'est de se dire, genre, qu'est-ce qui fait que, de l'autre côté de l'échiquier politique, il considère que c'est le diable en personne. Alors, c'est-à-dire, en l'occurrence, le Front populaire. Qu'est-ce qui l'empêche, en fait, qui empêche Finkielkraut aujourd'hui de même envisager de voter Front populaire contre le Front national. Et là, du coup, ça nécessite un exercice autocritique. Le seul problème, c'est que on ne veut pas le voir parce que on considère que les gens en fait qui ont glissé, ces intellectuels dont tu parles, ces catégories socio-professionnelles supérieures, etc. Alors, les catégories populaires, elles sont perdues parce qu'il ne faut pas dire qu'elles sont racistes, parce que si on dit qu'elles sont racistes, enfin, celles qui votent à l'extrême droite, on se fait hurler dessus en disant qu'on les méprise. Mais par contre, les catégories socio-professionnelles supérieures qui voteraient Rassemblement National, alors eux, c'est des collabos. Moi, j'avoue que je pense que Nilut, alors que j'ai dit que genre il votait pour des raisons racistes, mais je pense que c'est un peu à moduler, à édulcorer, à nuancer, et je pense que genre il faut aussi réfléchir à pourquoi les intellectuels sont en train de glisser. Et je pense que c'est parce que la proposition que l'on fait, ou plutôt la façon dont on la présente, n'arrive plus à trouver chez eux, ils n'arrivent plus à se projeter en fait dans la proposition que l'on fait, parce qu'il y a trop de choses qui les énervent. Et alors après, on peut dire, mais on en a rien à foutre, on n'a pas besoin d'eux. Pour faire peuple, on a juste besoin des catégories populaires, que la gauche a de moins en moins, mais enfin, peu importe. Je lisais dans un papier de Libération que Jean-Luc Mélenchon avait dit au lendemain des élections européennes, il avait inventé un nouveau concept politique, comme souvent, il avait parlé d'osmose. Il a dit, nous sommes, nous à la France Insoumise, en osmose avec notamment la jeunesse et les quartiers populaires. Bon, c'est bien, tant mieux, dans une certaine mesure. Le problème, c'est que si ça nous exclut de tout le reste, si on n'a plus accès, en fait, à la fois aux autres catégories populaires qui ne sont ni la jeunesse, ni les quartiers populaires, si on n'a plus accès aux classes moyennes, voire aux catégories socio-professionnelles supérieures, comment on peut envisager à un moment de prendre le pouvoir par les urnes? Mais c'est impossible. On va rester bloqué dans les basses eaux électorales, à être dans une opposition systématique à un pouvoir qui passera de la droite à l'extrême droite, de l'extrême droite à la droite. Donc ce n'est pas envisageable. Donc je pense qu'il est nécessaire, et je vais même dire, il est encore temps de le faire pour ces élections législatives, de se poser, de se dire, attendez, qu'est-ce qu'on a à proposer à la France et aux Français? Quelle image on a à proposer? Est-ce qu'on a envie de proposer, en gros, comme je l'entends très souvent, dire, nous sommes la gauche de rupture, nous sommes la gauche la plus radicale qui existe. Valérie Rabault, elle dit 100 milliards d'euros de dépenses, mais nous on dit 300. Il a dit massacre, mais moi je dis génocide, etc. Est-ce qu'on a envie d'être cette gauche-là? Et encore une fois, je peux comprendre pourquoi on a envie de dire 300 milliards, pourquoi on a envie de dire génocide, pourquoi même il faut dire génocide, etc. Mais honnêtement, c'est plus le moment. Enfin, je veux dire, là, je pense qu'il faut mettre un tout petit peu... c'est pas de l'eau dans le vin, en fait. C'est juste revenir sur Terre dans le projet qu'on propose aujourd'hui à la France et se dire, OK, le Front populaire en 1936, ils ont réussi à bâtir un projet, ou plutôt un front de résistance qu'allait des communistes jusqu'aux radicaux socialistes. C'est-à-dire vraiment des gens qui étaient presque à droite. Pendant la résistance... Cazeneuve, exactement. Pendant la résistance, il y a eu, et notamment au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une alliance de fait et la co-construction d'un projet autour notamment du Conseil national de la résistance entre les gaullistes et les communistes. Donc si ces gens-là, tous confondus à deux époques différentes, ont réussi à se mettre d'accord, à se mettre d'accord, non, mais à construire quelque chose en commun contre un fascisme, merde, genre il faut quand même que dans notre Front populaire, on se dise, nous aussi on est capable
de s'élargir et de dire, ok, là, on est en train de foncer dans le Titanic est en train de foncer dans l'iceberg, essayons de changer le braquet de bord et pour essayer de sauver les meubles. Enfin, là, on est en train, là, honnêtement, c'est une opération de sauvetage jusqu'au 8 juillet. Une opération de sauvetage. Et il faut le considérer en tant que tel. On ne peut pas laisser passer cette bifurcation de l'histoire de la France qui pourrait nous emmener droit dans le mur. Mais pour ça, c'est pas mettre de l'eau dans le vin, c'est accepter de construire en un temps record un projet qui ne soit pas, je suis désolé de le dire, dans le clivage, la pureté idéologique, la radicalité à la mort moelle-neu, je sais pas quoi, et se dire, bon, ok, on va tous se donner la main, 5 minutes, hein, je vous demande pas plus, pas plus de 5 minutes, pour tenir bon la barre. Moi, j'ai l'impression, quand je vois comment le débat se mène, j'ai l'impression qu'en fait, on est en train de payer lourdement des thèmes idéologiques, mais aussi une fracturation concrète du pays. C'est-à-dire le fait qu'on est... c'est des phénomènes de séparation des modes de vie qui fait que les centres des agglomérations rassemblent les catégories supérieures, intellectuelles ou au pouvoir économique, et que c'est là qu'elles vivent ensemble. À Paris, c'est à l'intérieur du périphérique, et que du coup, la question qu'elle se pose n'est plus la question de tout le monde, de faire une société, n'est plus la question de l'égalité. C'est-à-dire que ce séparatisme qui s'est installé au bénéfice notamment de la métropolisation accentuée, c'est-à-dire une métropolisation qui se fait au moment d'une mondialisation néolibérale, de mise en concurrence des territoires, etc. Et que c'est l'outil d'ailleurs de la mise en concurrence de ces territoires. On a tout un groupe social, pas tout à fait les jeunes, pas tout à fait, et c'est tout à fait vrai que les étudiants qui souvent habitent les centres-villes, eux, ils ont voté souvent très à gauche, souvent en France insoumise, mais que pour le reste, on a une grande classe dirigeante au sens large du terme, qui n'a plus la question, qui n'a plus en son cœur la question du projet commun. Que ça fait des années que la question de l'égalité, de la réflexion sur dans quels termes elle se pose, n'a pas été revue, retravaillée. Il y a Rosan Vallon qui a travaillé dessus il y a peut-être une dizaine d'années, peut-être 12, qui a fait des choses à ce propos pour essayer de repenser les termes. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un affaissement du socle de pensée qui permettait aux journalistes de considérer qu'ils avaient à rendre compte de la société dans son entier, aux intellectuels de penser le projet commun. Et qu'aujourd'hui, c'est plus de ça dont ils parlent. C'est plus ça qui est leur sujet. Et j'entendais quelqu'un, et ça croise deux choses. Tiens, si c'est le gars que tu as fait en interview sur la Midinale, hier sur le travail. Bruno Palier, je ne sais plus si c'est dans sa tribune qu'il fait dans Le Monde ou sur la Midinale, je ne sais plus. Mais il dit les catégories populaires et ceux qui habitent notamment la France des petites villes, etc., ils ne sont plus dans le décor. On ne parle pas d'eux, on ne les calcule pas. Ils ne sont plus là. Et c'est vrai qu'ils ne sont plus là. Alors, ils ne sont plus là pour les élites, y compris les élites politiques d'ailleurs, qui, quand bien même elles sont de gauche et avec le cœur sur la main, vont sauver le monde populaire. Elles habitent peu, elles sont peu de ces territoires. Elles n'y habitent pas, elles n'y vivent pas. Même de la banlieue, elles n'en sont pas. Donc du coup, la question d'avoir... donc de se préoccuper de ce projet, ça leur prend pas les tripes, ni le séparatisme de l'extrême droite, ni la souffrance et la rage qui s'exprime par le vote extrême droite dans les catégories populaires, ni le projet de considération que porte le Front populaire pour
pour tout un chacun. Ce dont elle s'occupe, c'est d'une économie qui est ramenée à peu de choses. C'est-à-dire l'économie, elle est ramenée à faire du profit pour les entreprises. L'autre, il n'y a pas tellement d'autres finalités que ça dans les projets économiques. Elle se préoccupe de leurs propres intérêts. Je suis désolée de dire les choses comme ça, mais ces catégories-là, elles ont un peu d'argent de côté et elles s'en préoccupent de leur argent. Enfin, voilà. C'est ce que Benoît Coquart, qui est un sociologue qui a étudié les territoires de l'Est de la France, il appelle ça le déjà nous. C'est-à-dire d'abord nous. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est le concept en fait qu'il a développé en étudiant ces populations, déjà nous. C'est-à-dire que, et donc là-dedans, tu peux tout mettre. C'est-à-dire, c'est un peu ce que tu dis. C'est-à-dire que tu peux mettre à la fois le déjà nous les Français, déjà nous les catégories populaires, déjà nous les travailleurs et les travailleuses pauvres, déjà nous, tu vois. Évidemment qu'on s'occupe d'eux en fait. Et comme on s'occupe plus d'eux, ben ils c'est sont... ça. Mais ce dont je parle, moi en l'occurrence, c'est des intellectuels, des catégories dirigeantes qui n'ont plus de cadre de pensée qui est tendu vers une réflexion pour tous. Ils sont, peut-être qu'ils sont eux aussi dans le déjà nous, déjà mes économies, mes petites, tu vois, je veux dire, que je méprise pas complètement. Hein, je veux dire, je suis pas en train de dire que quand on est journaliste, on roule sur l'or et qu'on en a rien à foutre de son salaire et de ses économies. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus ce qui est le sens commun, le sens du général. Ce qu'a dit Patrick Boucheron en disant c'est les débats publics qui s'effondrent. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur le respect de l'état de droit, des formes démocratiques, du temps du débat, etc. Tout ça s'effondre au bénéfice de questions. Et là-dedans, comme c'est quand même un tout petit peu dégueulasse, alors on invente des arguments idéologiques pour le maquiller. C'est-à-dire que on ne s'intéresse pas au Front populaire parce qu'au fond on s'en branle de ces salades de la retraite à 62 ou 64 ans. De toute façon, tout ce monde-là ne prend pas sa retraite à 62 ans. Donc ils n'ont pas été concernés par le report de l'âge du départ à la retraite. Le SMIC qui passe de 1400 de 1300 à 1006, à 1390, à 1006, ça les concerne pas. Tu vois, tout ça, ça ne les concerne pas. Alors il faut habiller tout ça, tout ce recul du sens d'une réflexion et d'un positionnement pour comprendre le monde et se situer et élaborer un projet commun. Alors on te raconte des salades à dormir debout. Et alors là maintenant, c'est donc qu'il faudrait savoir si on est antisémite et alors on peut voter pour la gauche, et si on n'est pas antisémite, on peut voter pour l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on a habillé tout ça. Alors ça s'est pas commencé il y a 3 semaines, hein. Ça c'est une histoire, un développement qui s'est installé notamment depuis le 7 octobre. Mais l'usage, on l'a souvent dit ici, et moi je l'ai dit parfois avec beaucoup d'émotion, à quel point les positions qui ont pu être prises notamment par Jean-Luc Mélenchon, mais qui n'ont pas été contredites par son premier cercle, m'ont choquée sur les questions antisémites et dont on voit aujourd'hui à quel point elles participent à alimenter ce bazar. Mais néanmoins, ce que je pense, c'est que ça a été utilisé pour parler d'une certaine manière d'autre chose. On ne parle plus de la France, on parle de la gauche qui serait antisémite. Alors, je vais un peu prolonger ton raisonnement avec quelque chose dont je me suis rendu compte, notamment en lisant des ouvrages, enfin des textes historiques sur le Front populaire de 1936. C'est que aujourd'hui, la politique, c'est réduite, ou plutôt c'est concentré en fait autour des discours et des idéologies, mais des idéologies un peu déconnectées en fait de la réalité des gens. Et je ne dis pas que l'idéologie c'est inintéressant, ou que les discours sont inintéressants, ou que les récits sont inintéressants. Mais le problème, c'est que si ces discours ne sont pas incarnés, et pas incarnés par des personnes, mais portés en fait par
politiquement, ça sert pas à grand-chose. Je prends un exemple. L'exemple de l'immigration. C'est assez intéressant, je l'avais dit dans un débrief cette semaine. Sondage Elab à la sortie des urnes des élections européennes. En gros, tous les gens qui votent de la gauche jusqu'aux macronistes, première préoccupation, pouvoir d'achat, et à partir les LR, Reconquête et Rassemblement National, première préoccupation, l'immigration. Quand on voit ça, on se dit « Ah, c'est l'immigration, c'est des fachos, etc. » machin. Mais je vais recouper avec une tribune qu'a faite Ariane Ascaride, avec lequel je suis pas en accord, hein, mais elle dit un truc à un moment, Ariane Nouchkine, pardon, avec lequel je ne suis pas en accord. Ariane Ascaride, je suis toujours d'accord avec elle. Ariane Nouchkine, beaucoup moins. Ariane Nouchkine dit le problème, c'est que les catégories populaires avaient des problèmes, voyaient des réalités, et nous, alors elle dit nous, les gens de culture, etc., les intellectuels, on leur a dit ce que vous voyez, c'est faux. Ce que vous voyez, c'est nul, et on les a rejetés. Et elle dit, il serait temps, en fait, qu'on accepte que ce qu'ils voient, c'est réel. Et ben, c'est la même chose. En fait, je reviens sur la question de l'immigration parce que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on leur dit, bon, la gauche, elle veut, sur la question migratoire, elle dit, l'immigration, c'est souvent un problème de droite. Mais il y a des gens qui font des propositions, y compris à gauche, sur les questions migratoires. Meilleur accueil, comment on intègre les gens, comment on leur donne du travail, comment on leur donne des papiers, etc. Comment on les intègre dans notre tissu sociétal, etc. Le seul problème, c'est que c'est un discours. C'est un discours, c'est pas... en fait, au bout d'un moment, les gens, ce qu'ils voient, c'est... Ils allument CNews, ils habitent à Vichy, ils n'ont jamais vu un noir de leur vie. Je parle par exemple de mes cousins qui votent Rassemblement National. Ils habitent à 70 km de Vichy, ils regardent la télé, et puis ils voient CNews, ils se disent genre, mais c'est horrible, c'est le grand remplacement, etc. machin. Et résultat, mes cousins, ils votent Rassemblement National, et ils partagent sur les réseaux sociaux Jordan Bardella. Et quand je leur dis, mais pourquoi vous votez Jordan Bardella, ils me disent non mais c'est horrible les banlieues. C'est horrible, il y a l'islamisme en France, des zones de non-droit, etc. C'est-à-dire que leur connaissance est complètement théorique. Et moi je pense que le rôle de la gauche, c'est bien sûr contrer ce discours. C'est très important. Mais c'est aussi en montrer les effets concrets. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, mon petit cousin Antoine, il faut le prendre par la main. Mais ça nécessite ça, pas qu'un contre-discours. C'est pas qu'une bataille culturelle abstraite, tu vois. Ça nécessite aussi de le prendre par la main et de dire genre, en fait, on va faire ensemble, on va construire ensemble la société de demain. Et c'est à ça que devraient servir aussi les politiques. Or, aujourd'hui, il y a une concentration, en fait, sur le discours, sur l'idéologie, parce que, soi-disant, on a lu Gramsci et je sais pas quoi, et on a, mal lu Gramsci, et qu'on imagine que tout se fait par les outils de la bataille culturelle, sauf qu'en fait, ça se fait aussi par l'action. Et c'est très important, l'action. Oui, la bataille culturelle, c'est pas que des pièces de théâtre. C'est pas que des pièces de théâtre ou, des tweets. Ou des discours ou des tweets. Ou des tweets, exactement. Ça se fait aussi, par le concret. Et ça, cette bataille-là, j'ai l'impression qu'elle est un peu, hélas, abandonnée. Alors certes, on va me dire, ah bah oui, mais non, les insoumis, ils font des votations citoyennes sur l'eau dans toute la France, etc. Ok, mais c'est sûrement très bien. Il y a du tractage, mais le tractage, voilà, c'est super, etc. Mais je pense pas que ça soit ça. Enfin, il faut que la politique, tu vois, je reprends, on en avait déjà parlé, mais il y a longtemps, mais Podemos, lorsqu'ils avaient émergé, ou même Syriza en Grèce, lorsqu'ils avaient émergé, ils avaient créé des hospices. Ils avaient créé des hôpitaux, parce qu'ils avaient un système de santé qui partait complètement à volo, et donc... Podemos, en tant que parti, les militants de Podemos avaient dit ok, pas de problème, on va construire, on va s'investir dans des hospices. Ok, pas de problème, on va faire des trucs pour répartir les logements, etc. Parce qu'il y a une crise de logement énorme. C'est-à-dire qu'ils faisaient du concret pour montrer aux gens que oui, ça pouvait marcher en fait leur modèle. C'était pas que un discours comme ça évaporé en disant voilà tel truc. Et j'en finirai sur la question palestinienne parce que c'est intéressant. La question palestinienne, c'est bien sûr une question qui a une matérialité cruelle et atroce quotidienne. D'accord ? Le seul problème, c'est que quand on écoute nos petits blancos là, de la gauche qui parlent de la Palestine, c'est un sujet abstrait. C'est un sujet abstrait. Et oui, on voit des images.
beaucoup de gens voient des images, mais c'est un sujet abstrait et il est pris comme un sujet abstrait. La proposition, et d'ailleurs la bataille sur les mots, je la comprends. Est-ce que c'est un massacre? Est-ce que c'est un génocide? Est-ce que c'est un apartheid, etc. Mais quelle matérialité, le type qui est en train de crever, qui a perdu son enfant, la mère qui a perdu sa sœur ou je sais pas quoi, ou sa fille, en fait, sous les bombes, qu'est-ce qu'elle en a à branler, en fait, que ça soit un massacre ou un génocide? Elle a perdu sa fille, en fait. Donc du coup, dans la matérialité de l'urgence de cette mère qui a perdu sa fille, elle en a absolument rien à branler de est-ce que c'est un génocide, un massacre ou je sais pas quoi. Tu vois la différence, en fait, entre un discours et la façon dont il y a une bataille, il y a des batailles sémantiques, de vocabulaire, des batailles culturelles, et de l'autre côté, la matérialité de cette mère qui a perdu son enfant, ou du frigidaire qui est vide, tu vois. Et quand ton frigidaire, il est vide le 15 du mois et que tu as 0 sur ton compte, alors que quelqu'un vienne te dire, il faut la fin du capitalisme, c'est super, mais ça va pas remplir ton frigidaire. Ouais, alors moi ce que je pense c'est que le problème c'est pas simplement qu'il faut que les partis politiques se mettent à faire des choses, c'est qu'il faut qu'ils s'articulent à ce qui se fait, parce qu'il se fait beaucoup de choses. Parce qu'en fait, la gauche, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant au début quand dans l'émergence de la dynamique Front Populaire, et quoi qu'il en soit, et quoi qu'il arrive, il faut reconsidérer la gauche. La gauche, elle n'est pas que faite des partis politiques, elle est faite de ces militants du Secours populaire, de ces militants de RESF qui protègent les enfants, elle est faite de ces militants contre les méga-bassines ou les projets inutiles, elle est de ces femmes qui s'occupent de trouver une solution pour les femmes qui sont battues par leurs mecs, etc. Des élus locaux qui se... Ce que je trouve, c'est que des choses qui se font dans notre pays, le problème c'est qu'il y en a beaucoup, elles n'ont pas de consistance politique. C'est-à-dire qu'elles ne passent pas, les dirigeants politiques ne les transforment pas en un projet, en une matière, en une proposition. Quand on voit un dirigeant politique, on ne voit pas la même personne que celle que l'on rencontre qui va tenir les AMAP ou ouvrir le resto du cœur. Tu vois, on ne les voit pas eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion entre cette gauche qui fait, et elle est très, très nombreuse, et j'allais dire, il y a cette gauche qui fait dans les organisations, mais il y a cette gauche qui fait dans les profs qui prennent le temps de faire et qui aident les enfants à faire leurs devoirs, et les ados, les jeunes étudiants qui aident les enfants à l'aide aux devoirs. Il y en a beaucoup, beaucoup dans les banlieues qui font ça, des gens qui se battent pour maintenir le sens de leur travail dans un sens d'intérêt général. Enfin, je veux dire, cette gauche vivante-là, elle ne se retrouve pas, elle n'est pas exprimée par les partis. C'est-à-dire quand tu dis, ça ne peut pas être que du discours sur le génocide, dans les grandes heures du Parti communiste, quand il y avait des drames humanitaires, on ouvrait les mairies pour que tout le monde apporte du matériel, des fringues, de l'argent, de la bouffe, etc. C'est ça qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est... ce qui est fait aussi d'ailleurs pour la Palestine. Mais ce qui est fait, mais ce qui n'est pas fait par le politique. C'est-à-dire je pense que tu as raison de dire que on est sur de l'idéologie, et quand elle est si coupée des pratiques, elle devient une idéologie pauvre. C'est-à-dire que tu as raison de dire que c'est mal lire Gramsci. La bataille culturelle, c'est pas faire des beaux discours, c'est faire des pratiques, organiser des luttes, donner de la consistance à un projet qui s'incarne dans des actions présentes. Alors après, juste sur, tu dis, il y a plein de choses qui se font, il y a plein de militants et de militantes, ou même des gens qui sont pas vraiment militants ou militantes, mais qui sont qui font des choses qui sont intéressantes. C'est pas vrai partout. Tu vois, si je reprends l'exemple de mes cousins à 70 km de Vichy, ils sont éloignés en fait de tous ces réseaux de solidarité, ils sont éloignés de... Alors pour le coup, tu vois, moi je ne crois pas. Je te dis dis pas que dans dans les 3 km autour. Non. Mais moi justement, ça je me rappelle d'un reportage que j'avais fait pour le numéro de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, je ne sais plus. À 7. Non, à Gignac dans l'Hérault.
sur comment dans une ancienne grange vigneronne va devenir le lieu d'une pratique, de pratique artistique, mais en fait qui va être pour tout le monde et notamment pour les gens qui sont un peu cassés par la vie, quoi, qui sont RSA, qui n'ont pas de papier, qui sont un peu schizophrènes, etc. C'est-à-dire que tout ce monde-là a construit un lieu pour vivre, faire ensemble. Ce qui est expression qu'emploie souvent Ruffin. Ouais. On ne faut pas seulement vivre ensemble, il faut faire ensemble. Oui, mais tu as tout à fait raison, mais tu vois, autant moi par exemple qui habite dans le nord parisien, j'ai découvert il y a 2 semaines qu'à peu près à 2-3 numéros de chez moi, il y avait un gros, comment on dit, local du Petit Frère des Pauvres et que je n'avais jamais vu alors que je passe tous les jours devant. Mais on peut se dire, bon, bah c'est Paris, en fait on voit pas, tout est très manié, mais genre tu vois, tout est un peu caché parce que tout est empilé, tu vois. Mais en vrai, c'est la même chose à la campagne. À la campagne, pas parce que genre tu as cette grange qui est à 5 km de chez toi que tu vas être investi dedans. Tu vois, tu peux être. Moi, ce que j'adore, c'est parfois on voit des cartes et on voit bah, tout ça, c'est très maillé, etc. C'est pas parce que par exemple, tu as des théâtres partout, publics, partout sur la carte, que les gens vont dans ces théâtres partout sur la carte. Tu peux vivre à côté d'un théâtre et ne jamais y aller, tu vois. Tu peux vivre à côté de cette grange dont tu parlais et ne jamais y aller. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est des croisements. Le maillage de la société, il n'est pas que territorial, tu vois. Oui. Il est aussi dans l'implication. Pablo, je pense que notre problème, c'est d'abord de le voir. Notre problème, c'est pas d'abord de déplorer qu'il ne soit pas, ou qu'il ne soit pas assez. C'est d'abord de voir toutes ces solidarités, tous ces investissements pour faire une petite fête de quartier, la fête des voisins, là je pense que ça va avoir lieu, mais normalement ça ne devrait pas trop tarder. Aujourd'hui on est le 21 juin, ce soir les gens vont sortir et faire de la musique pour animer la ville. Moi j'habite une rue dans laquelle il y a un type, il a décidé de planter la rue. Donc on passe dans une jungle quand on passe dans ma rue, et il est super ce type, enfin, il fait des herbes de toutes sortes. Ce que je veux dire c'est que je pense que notre problème, c'est d'abord de voir, avant de penser que les autres vivent dans un désert. Non, ils ne vivent pas ni dans un désert culturel, ni dans un désert humain, ni dans un désert de lien social. Ils ont raison de trouver que les services publics ne sont pas suffisamment présents, ne répondent pas à leurs attentes, etc. Mais ils ne sont pas, ils sont pas dans un sous-univers humain. Non, mais c'est pas du tout ce que je disais. Moi, ce que je disais, c'était que les militants et les militantes, les cadres politiques, associatifs, etc., en fait, le principal travail, et ça vaut d'abord pour les politiques, parce que les autres, ils font leur travail, ils font ça comme ils peuvent, mais d'abord les politiques, en fait, c'est à eux de voir, c'est à eux de faire avec, tu vois, enfin, et genre, et c'est eux qui, parfois, j'ai l'impression, ils ne voient pas, en fait, qu'il existe tout ça. Quand ils le voient, ils savent pas quoi en faire. Ouais. C'est plutôt ça, c'est pas qu'ils ne le voient pas parce qu'ils lisent les journaux comme nous, ils voient tu vois, ils savent plus ou moins que ça existe, mais ça ne connecte pas avec ce qu'ils considèrent être la politique, leurs enjeux politiques et le projet politique. C'est des univers séparés. Moi, quand je vois comment des gens très à gauche parlent des quartiers populaires comme des cités dortoirs, par exemple, mais non, quoi. C'est pas vrai. Ce ne sont pas des cités dortoirs. Il y a des êtres humains dedans qui font des tas de choses, qui organisent une vie que toi tu la vois pas parce que tu n'y habites pas, parce que éventuellement ton regard il est trop loin et voire il n'est pas assez aimant, enfin assez en empathie, voilà. Mais non, les villes populaires et les cités HLM ne sont pas des cités dortoirs. Et cet exemple-là, tu peux le reprendre à l'infini. Et tu le vois à propos du périurbain, à propos du rural, ou dans lequel on a l'impression qu'il y aurait l'idéal du centre-ville et que tout le reste de la France n'aurait qu'un objectif, ça serait d'accéder enfin au centre-ville. Non. Non, il n'y a pas qu'une manière de vivre. Et si on déconsidère la façon de vivre des gens qui ne sont pas la bourgeoisie n'est pas le Graal. Non, oui, le Graal ou le thermomètre du bonheur, quoi, tu vois. C'est pas vrai, ça. Je suis complètement d'accord, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, souvent. Mais c'est cette question, si tu veux, d'une certaine manière, qui n'intéresse plus ou trop peu le monde intellectuel. Cette semaine est mort Paul Chemetov, qui était un très grand architecte que j'ai beaucoup aimé.
J'ai fait un papier à son propos dans Regard. Vous pouvez vous y référer. Et vraiment, sa vie, qui a été une vie pétrie par... c'était vraiment un intellectuel très cultivé et qui avait au cœur de son travail et de sa réflexion cette question du logement pour tous, de la dignité du logement, c'est-à-dire de ce tout. Et ça a été fait par les combats ouvriers, les combats communistes et socialistes, et c'est ça qui l'a complètement formé depuis son enfance à la sortie de la guerre jusqu'à la fin de ses jours. Et j'ai l'impression que ce séparatisme et cette indifférence, enfin ce regard, y compris nourri par quelqu'un comme Guy Luy, quoi, qui a raconté le périurbain, etc. Enfin, ça nous a détournés de cette réflexion pratique et projet pour tous. Je suis complètement d'accord, et d'ailleurs les sondages aussi. Tu sais, genre les sondages, alors maintenant je vois le paramètre suprême pour expliquer qui vote extrême droite et qui vote pas extrême droite, ce serait le niveau de diplôme. Mais en fait, une fois que tu as dit ça, une fois que tu as posé ce constat-là, je ne dis pas qu'il est faux. Il est d'ailleurs juste. Le seul problème, c'est qu'il crée en fait une dichotomie, en gros, entre t'as pas de diplôme, tu votes RN, t'as un diplôme, tu votes pas RN, tu votes à gauche ou tu votes macroniste. Tu vois, enfin, non mais c'est ça qu'on est en train de voir qui ne sera plus vrai. Hein. Exactement. Non mais c'est de moins en moins vrai. Mais enfin, ça a été vrai à un moment. Et c'est une façon en fait de découper la France, de couper, de cliver le peuple, tu vois, enfin, qui du coup ne permet plus je sais pas, de rassembler, de créer un projet commun. Bon, sur ce, quoi qu'il en soit, voilà, le 7 juillet, quelle que soit l'issue, heureuse ou malheureuse, cette question, encore une fois, de l'espace commun, et donc peut-être renoncer un tout petit peu à privilégier le clivage par rapport au rassemblement, l'intérêt général, enfin, toutes ces choses comme ça, quoi. Non mais en fait il va falloir que, peu importe effectivement ce qui se passe le 7 juin, que le Front Populaire gagne ou que le Rassemblement National gagne ou que genre personne ne gagne, que ça soit genre il n'y a pas de majorité à l'Assemblée Nationale, peu importe, il faut quand même qu'on se pose des questions, tu vois, tous, individuellement, à une petite échelle collective, à une grande échelle collective de la gauche, à une grande échelle collective du pays. Ouais. Tu vois, on peut pas continuer, en fait on peut pas dire bon bah c'est bon, en fait on avait raison, on va continuer comme en 40, etc. Tu vois, genre faut qu'on redescende sur terre parce que sinon genre le truc va péter quoi. Enfin genre et déjà là on est quand même pas loin de sa tête. On est dans une société qui s'est trop éclatée dans ses modes de vie, dans ses lieux de vie, etc. Il y a un vrai souci. Bon, mais allez. Quand même, haut les cœurs, c'est le week-end, c'est la fête de la musique, bon il pleut des cordes à Montreuil, mais haut les cœurs et il y a encore possibilité il faut pas il y a encore possibilité, on va se battre jusqu'au 7 juillet pour que le Front Populaire gagne. Allez. À la semaine prochaine. Ciao.